Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce top 50 des jeux qui m'intéressent le plus à venir sur les plateformes de financement participatif telles que GameFound ou Kickstarter. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à y aller, donc celle d'hier, dans laquelle je présentais les positions 50 à 41. Et donc aujourd'hui, on enchaîne avec les positions 40 à 31, bien évidemment, des jeux qui m'intéressent le plus dans les mois à venir. Sur ce, on se lance et puis d'abord, quand même, je vous précise encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, que vous trouverez en description le lien vers le fichier Excel que je vous laisse en libre téléchargement. Vous trouverez environ 160 jeux avec leur page VGG, leur page de pré-campagne si elle existe, etc. Quelques informations sur le jeu, l'éditeur, les auteurs, etc. Sur ce, on se lance. Position 40 pour commencer. En 40e position, on a donc Goblin Uprising qui était théoriquement prévu pour la fin 2021, mais qui finalement a été reporté un petit peu au début 2022, donc théoriquement au premier trimestre de cette année. Goblin Uprising vous propose de vous mettre dans la peau des gobelins, généralement ceux qui sont la cible des mages, des guerriers en tout genre dans les jeux de Epic Fantasy, et qui cette fois-ci en fait vont se venger et en fait vous incarnez des gobelins qui allaient tenter de renverser le pouvoir, de vaincre des humains, des géants, des nains, etc., des elfes. Donc thématique assez intéressante, le jeu est assez choupi, vous le voyez, c'est assez mignon, mais c'est pas dépourvu de stratégie pour autant. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui malheureusement pour l'instant ne possède pas de page BGG, donc assez peu d'informations. Par contre, on a déjà la page de pré-campagne sur Kickstarter avec 371 abonnés pour l'instant. Par contre, en revanche, vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations sur le site de l'éditeur, un nouvel éditeur d'ailleurs qui s'appelle Dream Valley, et donc qui vous propose beaucoup plus d'informations sur le jeu. D'ailleurs, vous avez un petit aperçu de la présence sur table avec les miniatures des gardiens notamment, des gobelins, des elfes, etc. Le plateau central, les plateaux individuels avec apparemment un petit peu de pouvoir asymétrique, une sorte d'évolution peut-être d'arbre de compétences pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer sur donc 60 à 90 minutes avec du PVP, donc du joueur contre joueur, mais également du coop ou du semi-coop également, parce que vous pourrez comment dirais-je, vous entendre pour vaincre des adversaires avant ensuite de séparer vos chemins pour ensuite devenir adversaire, et puis un petit mode campagne également, donc ça a l'air d'être relativement complet. Les miniatures, vous le voyez, sont plutôt mignonnes et très joliment réussies, que ce soit pour les gobelins comme pour les gardiens ici que vous devez vaincre pour ensuite pouvoir bénéficier de leurs services. Les humains, les elfes, les nains, etc., que vous pourrez affronter également, des zombies par exemple, des boss un petit peu plus puissants notamment. Bref, ça a l'air d'être assez joli et ça a l'air d'être assez complet en termes de gameplay également, avec des objectifs qui changeront à chaque début de partie, des facettes un petit peu coop ou semi-coop, des ennemis de diverses factions avec, donc, j'imagine, différentes compétences également. Pas mal d'humour sur la page de Dream Valley aussi, donc ça a l'air d'être assez sympa. Pour l'instant, comme on n'a pas des masses d'informations, pas beaucoup de retours sur des parties également, je ne peux pas en dire grand-chose, mais en tout cas, le jeu présente bien, il est joli, et je pense que si j'en apprenais un petit peu plus, il remonterait certainement un petit peu plus dans le classement, même si la thématique et l'univers visuel, bien que très chatoyant, très bien pensé, ne m'attire pas outre mesure en termes de thématique. Ça reste un jeu qui a l'air plutôt intéressant, surtout pour un primo-éditeur. Donc voilà pour Goblin Uprising, à venir durant le premier trimestre 2022 normalement. En 39e position, on retrouve Legacy of Thrax, The Awakening, qui pour l'instant n'a pas encore de date précise. Je ne saurais pas vous dire quand le jeu va sortir. Il s'agit d'un jeu de Sveda Games conçu par Balázs Sveda, donc peut-être des Hongrois si j'en crois le nom peut-être. Pour 1 à 4 joueurs, donc avec un mode solo, 90 à 150 minutes pour la partie. Alors là, on vous précise que donc il y a un mode solo, 1 à 4 joueurs. Ce qu'on ne vous précise pas dans les concepteurs du jeu, c'est que le mode solo est conçu par David Turchi, l'incontournable David Turchi, qui s'occupe de beaucoup de modes solo. Ce n'est pas affiché ici, mais par contre, ça l'est sur le site de Legacy of Thrax. Si vous descendez un petit peu plus bas, ici, solo par David Turchi. D'ailleurs, la durée est un peu plus longue que sur la page Kickstarter, enfin que sur la page BGG, si je me souviens bien.
On aura donc des factions asymétriques, un jeu compétitif avec quelques éléments de semi-coop, de contrôle de territoire, un jeu hybride à mi-chemin entre l'Ameritrash et le jeu Eurogame, du contrôle, de la gestion de ressources, et puis différents modes de jeu, puisqu'on aura un mode donc en solo, un mode en compétitif, un mode en semi-coop, etc. Et puis en descendant cette page, vous avez certainement aperçu également quelques-unes des miniatures qui seront proposées. Ça a l'air quand même d'être assez bien réalisé, assez détaillé. Notamment, regardez ici les détails sur le bouclier, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Et puis également la présence sur table, le jeu a l'air quand même très joli. Ça a l'air d'être quand même vraiment pas mal, ça a de la gueule. Même si, au demeurant, les jeux de ce type, donc Dungeon Crawler, exploration sur une carte, Epic Fantasy, j'adore l'Epic Fantasy, mais les Dungeon Crawler, c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure. D'ailleurs, on a joué récemment à Euthia avec Xavier, qui en a fait plusieurs vidéos, vous l'avez vu. J'ai bien aimé mon expérience, mais encore une fois, je confirme que c'est pas les types de jeux que j'ai tendance à vouloir acquérir, même si j'apprécie bien l'expérience. On verra notamment un autre jeu français, celui-ci, un peu plus haut dans le classement, mais j'en parlerai plus tard. Donc, Legacy of Thrax, je disais donc contrôle de territoire, bonus de fin de partie, déplacement sur territoire, exploration. On a plusieurs images que vous pouvez voir un petit peu sur BGG. Je vais faire un petit peu le tour rapidement. Mais comme vous l'avez déjà vu tout à l'heure sur le site de l'éditeur, ça a quand même pas mal de gueule. C'est assez joli, c'est quand même très bien réalisé. Pas mal de petites miniatures dans tous les sens. Je trouve ça plutôt joli. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce genre de jeu, donc a priori, ça devrait pouvoir vous plaire également. Vous avez également déjà la page Kickstarter, la pré-campagne qui est déjà ouverte au public avec déjà 2300 abonnés environ. Sachez que le jeu s'accompagnera en plus d'un livre de 60 pages présentant un peu le lore, donc l'univers de Legacy of Thrax. Donc ce jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur. Ça change encore une fois, là, c'est différent sur BGG, sur le site de l'éditeur et sur la page de Kickstarter. La durée, décidément, n'est pas encore vraiment fixée, j'ai l'impression. Bref, quoi qu'il en soit, Legacy of Thrax, projet assez intéressant, qui a de la gueule qui plus est. On continue avec la 38e place de ce top 50 avec Thunder Road Vendetta, un jeu de course que vous aurez peut-être déjà aperçu puisqu'il était, il était en campagne Kickstarter il y a quelques mois, en octobre dernier si je me souviens bien, c'est ça? Mais ils avaient coupé court à la campagne alors qu'on était quand même plutôt pas mal parti. Alors vous le voyez peut-être, on était à quand même 278 000 $. Alors certes, ils avaient fixé un objectif de financement à 500 000 $, donc vraiment conséquent, mais je pense que ça aurait fini par financer. C'est un jeu qui, en fait, comment dirais-je, est une refonte d'un jeu qui s'appelait déjà Thunder Roads, tout court, dans les années 80, je crois. Mais remis au goût du jour, c'est un petit peu la spécialité de toute façon de Restoration Games, l'éditeur dont est, je crois, à l'origine Rob Davio. Rob Davio qui est un auteur de jeux très célèbre, à qui on doit notamment beaucoup de jeux en Legacy, comme Pandemic Legacy notamment, mais qui a aussi donc Restoration Games, son propre éditeur, qui refait des jeux un petit peu anciens. Un jeu de 1986, donc un jeu de 1986 dans lequel donc on faisait des courses de voitures dans un univers post-apocalyptique, qui rappelle grandement Mad Max, entre autres. Vous allez donc bénéficier des différentes armes pour aller shooter vos adversaires sur un parcours, lui aussi couvert, bien entendu, euh, comment dirais-je, de pièges, entre autres, alors qu'ici, les gifs ne chargent pas. Bon, allez savoir pourquoi. Bref, un jeu de course assez déjanté, avec des armes dans tous les sens, et en fait de confrontation, à mi-chemin entre la confrontation et le jeu de course, hein. C'est pas uniquement de la course, mais ça a l'air assez intéressant. J'aime bien les jeux de course, même si finalement j'en possède qu'un, je crois, à savoir Flamme Rouge. Il me semble que c'est le seul. Je ne pense pas du coup que je backerai Thunder Road, d'autant qu'il est couvert de miniatures, vous le voyez, donc ça a l'air d'être assez cher, comme souvent chez Restoration Games, de toute manière. Mais bon, en théorie, donc Thunder Road devrait nous parvenir courant janvier. Il n'y a pas encore de date officielle, mais c'est ce qu'ils avaient annoncé précédemment. Donc à suivre pour ce jeu de 2 à 4 joueurs, 45 à 75 minutes. 37e position, il s'agit de Bedeville Carnival, qui nous vient de Ludo Ninja, un jeu, j'imagine, là encore polonais. Je crois que les Polonais sont quand même très actifs ces dernières années, que ce soit en jeu vidéo ou en jeu de plateau. On a beaucoup de jeux qui proviennent d'Europe de l'Est de manière générale, mais plus spécifiquement de Pologne. Alors, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ils sont comment dirais-je, ingénieux, très créatifs en termes de monde ludique actuellement.
Alors, Belleville Carnival, il s'agit donc d'un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 30 à 50 minutes, donc des jeux, des parties assez ramassées, assez courtes finalement, qui vous propose en fait d'intégrer un parc d'attractions que vous pouvez apercevoir notamment ici sur la couverture du jeu. En fait, vous êtes différents morts-vivants qui, chaque soir, vous réveillez et sortez du cimetière géré par Monsieur Karl, ici, pour aller vous amuser dans ce parc d'attractions assez lugubre, mais en essayant de faire le moins de bruit possible, parce que sinon Monsieur Karl va essayer de vous renvoyer de là où vous venez, à savoir le cimetière. Alors, il y a assez peu d'informations, là encore, sur la page BGG véritablement. Par contre, il y a déjà une page de draft sur GameFound qu'on va aller voir tout de suite. Alors donc, voyons, ici, donc 2 à 4 jours, 45 minutes, fantasy, horreur, action, aventure, et surtout un petit peu plus d'informations, enfin de visuel en tout cas, avec le plateau que vous voyez ici. Alors il y a certainement, j'imagine, une sorte de mécanisme de rondelle, même si j'aime pas beaucoup ce terme en français, c'est pas très joli, avec différentes attractions que vous pourrez aller explorer. On aura aussi un petit peu de push and luck apparemment, avec donc des ressources cachées derrière les écrans de chaque participant qui devront aller piocher dans un sac, avec un petit peu de stop ou encore, j'ai l'impression, de push your luck, pour aller choper différentes ressources, j'imagine. Vous pourrez aussi acheter des souvenirs, et en fait, ce sera le joueur qui, grâce aux souvenirs et aux visites des attractions différentes du parc, aura accumulé le plus de bonheur sans se faire choper par Monsieur Karl et donc renvoyer au cimetière, qui l'emportera à la fin de la partie. Voilà, ça a l'air d'être un petit jeu à mi-chemin entre le jeu d'ambiance et le petit jeu assez simple de gestion de ressources, de placement sur une rondelle, etc. Ça allait être assez charmant si vous appréciez ce genre de jeu-là, ce qui n'est pas forcément mon fort, mais je suis intrigué parce que c'est un jeu relativement court, d'un primo-éditeur, assez joli, assez court, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de chances de toute façon que j'y aille. De toute façon, je ne l'ai peut-être pas encore dit dans la vidéo précédente, mais je vous prendrai ici un petit top 50 de mes jeux les plus intéressants sur Kickstarter, GameFound et compagnie pour l'année 2022, sachant très bien que généralement, je ne back pas plus de 10 à maximum 15 projets dans l'année. Donc, forcément, dans les 3 premières vidéos, je vais backer théoriquement quasiment rien, à moins qu'il y ait un retournement de situation. Bref, quoi qu'il en soit, Belleville Carnival, un jeu assez joli. Si vous êtes un petit peu aficionados de ce type de jeu assez court, compétitif, où on se met des bâtons dans les roues avec du push your luck, ça pourrait théoriquement vous plaire. En 36e position, Age of Rome. 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, assez court là encore. Un jeu grec qui nous vient de Titotum Game Studio. Excusez-moi si je prononce mal, mais en même temps, le grec, c'est pas forcément mon point fort. J'ai d'abord été attiré, je l'avoue, par la couverture que je trouve magnifique. Très jolie couverture, avec, on aperçoit un petit peu le paysage justement de la Rome antique, sur fond de visage de ce qu'on imagine être César. Et les illustrations, non, c'est les auteurs, on s'en fout, les illustrations ont l'air vraiment très très jolies. Donc ça m'attire déjà pas mal de ce point de vue-là. Et au-delà de ça, c'est un jeu en fait, qui vous propose d'aller incarner le nouvel empereur de Rome dans un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez en fait avoir différentes phases dans la partie dans lesquelles vous allez bien évidemment construire des bâtiments, effectuer différentes actions grâce à comment dire, vos followers, donc vos fidèles, disons, mais c'est également gérer différents facteurs tels que la religion notamment, la guerre, la politique, les échanges commerciaux, etc. Et puis surtout, le plateau a l'air lui aussi d'être plutôt joli. On a aussi des meeples avec du screen print, ce qui a l'air d'être pas mal du tout. Le plateau a l'air assez épais avec, ici vous le voyez, une double épaisseur pour aller y apposer, j'imagine, des tuiles de bâtiments. Et on voit également ici quelques petites roues sur le côté des bâtiments, ici et ici par exemple. Donc j'imagine que ça va être amené à effectuer des rotations pour peut-être influencer le cours de la partie. En tout cas, c'est plutôt joli, ça a l'air d'offrir différents mécanismes assez intéressants, et pour un primo-porteur, si je ne me trompe pas, ça a l'air quand même vraiment soigné. Là, on a un petit aperçu également des plateaux double, ou voire peut-être triple épaisseur d'ailleurs, je ne sais pas. Four layered, donc quadruple épaisseur, ça c'est nouveau quand même.
double épaisseur, je connaissais, triple épaisseur, on commence à en voir un petit peu, mais là j'ai l'impression que c'est un quadruple épaisseur. Là, ça commence à être n'importe quoi. Mais en tout cas, Age of Rome a l'air quand même d'être particulièrement intéressant. On a déjà aussi la page du site de Titotum Games qui propose un petit peu d'informations complémentaires, mais rien de bien plus conséquent que ce que l'on peut voir déjà sur BGG. Donc voilà pour Age of Rome. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner la date potentielle de sortie, mais je crois qu'elle n'était pas encore décidée de manière définitive. Allons vérifier. Non, c'est pas encore définitif. Donc pour l'instant, ça sortira courant 2022, mais quand ça, pour l'instant, je suis incapable de vous le dire. Donc voilà pour Age of Rome, un projet qui a l'air, ceci dit, tout à fait intéressant. En 35e position, on retrouve Euthia, Torment of Resurrection. Xavier vous en a fait déjà deux peut-être même 3 vidéos, je ne sais plus, sur la chaîne, qui ont eu d'ailleurs un assez beau succès, mine de rien. Donc je pense que le jeu attire pas mal les gens, y compris les joueurs solo peut-être en partie, parce que c'est un jeu de 1 à 4 joueurs théoriquement, mais qui se joue plutôt, je pense, à 1 ou 2 joueurs. Potentiellement 2, je pense que c'est pas mal du tout. 1, apparemment, Xavier a l'air d'être très satisfait également. Pour 60 à 480 minutes, selon les scénarios que vous choisissez, mais également le nombre de joueurs, bien évidemment. Un jeu d'aventure, d'exploration, avec des tuiles hexagonales, donc tout pour séduire Xavier. Voilà, donc vous avez un petit aperçu ici. Et pourquoi je vous parle de Euthia? Parce que le jeu est déjà arrivé au backer, parce qu'ils nous reviennent avec donc courant premier trimestre 2022, une nouvelle extension. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle, mais l'extension devrait parvenir donc durant le premier quarter, donc le premier trimestre, enfin, la première partie en tout cas de 2022. Le nom est donc Fierce Powers, donc, avec apparemment une nouvelle big box, donc une grosse boîte supplémentaire, sachant que le jeu venait déjà avec 2 ou 3 grosses boîtes énormes apparemment, donc ils fournissent en matériel assez sévère, hein. Donc on verra bien ce que ça ajoute. Je ne sais pas pour l'instant ce que ça vient ajouter. Je ne sais pas si tout ça est déjà présent dans le jeu de base, parce que pour l'instant je n'ai fait qu'une partie avec Xavier. Je ne sais pas si ça c'est nouveau ou pas. Vous me le direz si vous avez déjà joué au jeu. Xavier commentera peut-être par lui-même. Et en tout cas, Euthia a eu des très très bons retours depuis son arrivée au backer. D'ailleurs, il est déjà 9.0. Bon, il n'y a quand même que 407 personnes qui l'ont noté, mais c'est déjà assez conséquent. Donc, a priori, ça devrait quand même séduire et peut-être attirer encore plus de monde lors de cette nouvelle campagne avec cette nouvelle boîte, donc Fierce Powers, si je ne me trompe pas. Donc, à vous de voir si vous y allez encore, si vous êtes convaincu par les retours que vous en avez eus et que vous allez backer l'ensemble, auquel cas vous allez hypothéquer votre maison, certainement. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà pour Euthia Torment of Resurrection et donc sa prochaine extension à venir. En 34e position, on retrouve un univers relativement similaire, bien qu'un peu différent quand même, à savoir celui de Rise of the Necromancers, un jeu qui avait déjà été publié donc en 2018, qui avait déjà eu une campagne Kickstarter, si je me souviens bien, mais qui nous revient cette fois-ci sous l'aile protectrice de Mythic Games, donc l'éditeur français, entre guillemets, cette fois-ci sur GameFound. C'était un jeu à l'origine pour 2 à 5 joueurs, 45 à 120 minutes, avec une campagne, si je me souviens bien. Et donc ici, c'est proposé par Mystic Games sous son sous-label Phoenix Line, qui est comment dire, une gamme qui leur permet de faire revivre des jeux déjà proposés par le passé sur Kickstarter notamment. D'ailleurs, ça tombe bien, faire revivre des jeux, c'est raccord avec les nécromanciens proposés dans ce jeu. Donc ici, est-ce que les informations sont un peu différentes? J'ai l'impression que oui, puisqu'on a cette fois-ci 1 à 5 joueurs, contrairement aux 2 à 5 précédemment. Donc on a un mode solo désormais pour des parties de 90 minutes, du jeu de contrôle de territoire, d'aventure, qu'on peut également jouer en solo dans un monde d'epic fantasy ou de dark fantasy, devrais-je plutôt dire ici. Vous avez déjà des aperçus, notamment avec quelques-unes des miniatures proposées. Le jeu sortira dans 11 jours. Je m'étais gouré, j'avais dit première... Non, je n'avais pas encore donné de date, j'étais encore sur Euthia, moi, excusez-moi. Il arrivera donc dans 11 jours, à savoir donc le 11, comme quasiment tous les jeux de janvier. Ils vont tous se mettre sur le 11 janvier, allez savoir pourquoi. Donc dans 11 jours, dans 10 jours peut-être quand vous verrez cette vidéo, bref, je ne sais pas, vous aurez accès donc à Rise of Necromancers avec donc pas mal de miniatures assez jolies. Vous pourrez aller en apprendre un peu plus, notamment sur la page directement de Mythic Games, avec 2 extensions. Vous le voyez, il y a déjà 2 extensions prévues, plus le jeu de base. Donc, comme souvent avec Mythic Games, ça va coûter un bras aussi, certainement.
Les cartes avec la direction artistique toujours très soignée, même si après, il faut apprécier la Dark Fantasy, bien évidemment. Le plateau central, qui a l'air d'être plutôt joli lui aussi, avec des emplacements pour les decks de cartes, ce qui est plutôt sympa également, parce que généralement, il faut toujours les placer à côté, et on ne pense pas souvent à les mettre sur le plateau directement. C'est plutôt assez sympa de ce point de vue-là. J'imagine qu'on aura différents nécromanciens avec des pouvoirs un petit peu différents les uns des autres. J'avoue ne pas avoir joué à la première édition, donc je connais assez mal le jeu, mais ça vient de Mythic Games, donc c'est forcément assez intéressant. En plus, les jeux de contrôle de territoire, en général, c'est quand même assez sympa en termes de mécanismes. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour Rise of the Necromancer, cette réédition d'un jeu par Mythic Games, prévu pour le 11 janvier prochain. En 33e position, on retrouve On the Underground, Paris, New York. Alors vous connaîtrez peut-être On the Underground pour sa première édition qui couvrait cette fois-ci les villes de Londres et Berlin avec un 7.3 sur BGG, ce qui n'est pas si mal. C'est un jeu donc assez similaire qui cette fois nous offre la possibilité d'aller jouer à Paris et à New York. Donc bien évidemment pour nous qui sommes français en général, enfin, la majorité du public de la chaîne est français en tout cas, c'est forcément assez attrayant également. 2 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes la partie, pour 14 ans et plus. Alors, c'est un jeu qui vous propose, comme souvent des jeux de métro, de train, etc., de construire un réseau, ici pas ferroviaire, mais souterrain, à Paris ou à New York, sachant que comme pour Londres et Berlin, chaque carte propose des petites variations, des petites variantes. Apparemment, Paris est un peu plus complexe à jouer que New York, qui par contre propose un jeu un peu plus rapide, un peu plus nerveux, semble-t-il. Donc, construction de réseaux urbains, des cartes, des sélections de cartes en début de tour pour aller effectuer vos actions, etc. Donc ça a l'air d'être relativement intéressant. La page Kickstarter est déjà disponible en pré-campagne, même s'il s'agit juste de s'inscrire, évidemment, il n'y a aucune information complémentaire. 910 abonnés déjà pour donc On the Underground avec cette ce nouveau couple de villes, hein, Paris et New York. Alors, est-ce qu'elles seront dans deux boîtes différentes? J'ai l'impression que oui, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'il me semble que Londres et Berlin étaient dans une seule boîte, je crois. Ouais, apparemment, c'était ça, hein. Donc bon, je ne sais pas si vraiment ce sera le cas. On voit deux boîtes sur BGG, deux boîtes sur Kickstarter également, mais une seule page sur BGG. Donc, est-ce que ce sera deux boîtes dans une seule boîte plus grosse? Je ne sais pas, d'autant plus que sur chacune des deux boîtes, on voit les deux noms, Paris et New York. Donc, je ne saurais pas trop quoi vous dire à ce niveau-là. En tout cas, pour On the Underground, la date de sortie, là encore, j'ai oublié d'aller la vérifier avant de faire la vidéo. Donc, allons regarder tout de suite. C'est pour le premier trimestre 2022, mais on n'a pas plus d'informations que ça pour le moment. Voilà, si vous êtes fan de jeux de train tels que Les Aventuriers du Rail, etc., ça pourrait potentiellement vous plaire également. En 32e position, Hamlet, qui devait être théoriquement lancé en fin d'année dernière, puis finalement qui a été légèrement repoussé par Mighty Boards, un jeu qui m'intéresse pas mal, puisqu'il vient de Mighty Boards, qui est une compagnie que j'aime bien, en plus de ça, conçu par David Cherkop, à qui l'on doit notamment La Quête du Bonheur, qui est un jeu que j'aime beaucoup et que je trouve assez sous-coté. Enfin, sous-coté, ça peut tout et rien vouloir dire à la fois. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et donc maintenant quand je vois David Cherkop sur un projet, généralement j'y porte un œil assez intéressé. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, mode solo disponible donc, pour 60 à 90 minutes, pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement accessible a priori. C'est un jeu dans lequel vous allez concevoir un village, comme son nom l'indique, ça n'a aucun rapport avec le Hamlet de Shakespeare. Hamlet, ça veut dire hameau en anglais. Donc vous allez partir d'un petit hameau, construire votre village petit à petit, l'agrandir, etc. Et alors, c'est assez intéressant, puisque comme ils le disent eux-mêmes dans la description sur la page BGG, généralement, en jeu de société, quand on pense à construction du village, on pense à du set collection de cartes qu'on va accumuler les unes aux autres pour construire un village, mais qui n'a pas de forme physique, ou encore à des tuiles hexagonales qu'on va ajouter les unes aux autres pour construire son village de manière assez typique. Eh bien ici c'est différent puisque Hamlet va vous proposer de construire votre village avec des tuiles un peu façon puzzle puisqu'elles auront toutes des formes différentes. Vous allez le voir notamment ici sur cette image, vous voyez qu'il y aura des tuiles un petit peu triangulaires, un petit peu hexagonales mais rectangulaires, enfin bref des formes différentes avec bien évidemment des, comment dirais-je, des actions, des compétences particulières pour chacune des tuiles.
Et donc votre village va se développer comme ça et il sera différent à chaque partie du fait simplement des, simplement? Avec un T? Bizarre. Donc simplement de la façon dont vous allez poser chacune des tuiles au fur et à mesure, de votre partie. Sachez que vous avez aussi un petit plateau ici, pour, j'imagine les points, oui, c'est le scoreboard. Peut-être également pour les actions que vous pourrez accomplir une ou 2 fois dans la partie, j'ai l'impression. On verra. Pour l'instant, j'ai assez peu d'informations. Sachant également que le jeu a déjà une page, Kickstarter sur laquelle 3117, je perds mes mots, 3117 personnes se sont déjà agrégées pour, suivre le projet et être informées de son arrivée sur Kickstarter. Donc, un jeu de construction de village avec des illustrations assez jolies, même si sur le plateau, ça a l'air d'être un petit peu moins chatoyant, il faut bien l'avouer. Mais ça reste un jeu qui, moi, m'intéresse pas mal et ça fait partie des premiers jeux de ce top 50 que je pourrais songer à acquérir. Ça dépend comment c'est fait. Bon, pour l'instant, je trouve que visuellement, comparativement à l'illustration de la boîte, c'est un petit peu moins joli que ce que j'aurais espéré, mais bon, ça, c'est un petit peu secondaire. On verra, peut-être que c'est amené à être un petit peu amélioré durant la campagne également. Donc voilà pour Hamlet, qui lui devrait théoriquement arriver durant le début d'année 2022, même si pour l'instant, on n'a pas encore de date précise. Dernier jeu de la journée, en position 31 donc, il s'agit de Seas of Havoc, le prochain jeu de Rockmanor Games, qui généralement est assez bien connu quand même du public francophone, peut-être pas par son simple nom, mais parce que souvent ces jeux sont publiés en français grâce à Boom Boom Games, et ça devrait théoriquement être le cas pour Seas of Havoc également, je crois. Un jeu pour 1 à 5 joueurs, 45 à 75 minutes, pour 13 ans et plus. Là encore, pas de date officielle. On s'en tient au premier trimestre 2022, mais ce sera janvier, février ou mars. Pour l'instant, je ne saurais vous le dire. Quoi qu'il en soit, Seas of Havoc vous propose d'incarner des capitaines, pardon, je lis ça en anglais ici, des capitaines de navires de combat naval, dans lequel vous allez en fait compéter. Je traduis comme ça à l'arrache. Vous allez entrer en compétition avec les autres joueurs autour de vous pour gagner le plus de renommée autour de la table. Vous pourrez aussi apparemment découvrir différentes épaves, des navires naufragés et accomplir différentes actions telles que des combats sur l'océan contre vos adversaires. Il y aura un petit peu de gestion de ressources également, d'amélioration de votre navire bien entendu, et puis vous aurez aussi un petit peu de backbuilding ou de deck building apparemment avec de la gestion de main bien évidemment pour accompagner le tout. On a déjà quelques petites images pour accompagner ça. Vous voyez que la boîte n'est pas très, très grande, ce qui est plutôt, une bonne chose en général. Et pour l'instant, les cartes, bon, si c'est une version définitive, ont l'air d'être assez sobres. Certaines sont plus jolies, j'imagine que c'est différents types de cartes, en fait, tout simplement. Les plateaux de joueurs individuels avec ici le gouvernail, ça a l'air d'être assez soigné, comme souvent chez Rockmanor Games, même si le matériel n'est pas complètement fou non plus. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. On aura des petits meeples très très fins, décidément, avec du screen print peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit du screen print. C'est peut-être juste des parties du bois qui ne sont pas peintes. Bon, c'est en termes de matériel, comme souvent, assez sobre. C'est pas non plus des miniatures dans tous les sens. Le plateau n'a pas l'air d'être extraordinaire, mais c'est du prototype après, hein. Donc allez savoir ce que ça donnera en version définitive. Là, les cartes qu'on voit ici sont un peu plus jolies que celles qu'on a vues précédemment. Les tokens, apparemment, des petits navires, etc. Bon, ça a l'air d'être assez intéressant sur le papier. Moi, j'avoue que la thématique des pirates, des combats navaux, Becherel, aide-moi. Becherel, au secours! Non, ça doit être naval avec un S. J'avais entendu combat navaux. Non, ça va être naval avec un S. Une exception. Bref, ça c'est un thématique qui m'intéresse un peu plus. Maracaibo notamment m'avait beaucoup plu. Je ne sais pas pourquoi j'utilise le passé composé d'ailleurs, parce que c'est un jeu que j'aime encore beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, même s'il sort assez peu. C'est peut-être pour ça qu'inconsciemment j'ai choisi le passé composé. Quoi qu'il en soit, Seas of Havoc devrait être relativement intéressant. Vous pouvez déjà aussi vous inscrire ici à la mailing list pour savoir quand le jeu arrivera, pour avoir un petit peu plus de détails. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est donc ces différents capitaines uniques avec des capacités, des compétences uniques, avec ce plateau central sur lequel vous pourrez évoluer, découvrir des épaves, etc. Alors là, par contre, c'est des screen print. Donc, j'imagine que ce qu'on avait sur BGG, c'est un prototype peut-être alpha, et que là, ça a déjà pas mal évolué entre-temps. C'est un peu plus joli.
J'ai l'impression que les cartes, qu'on voyait tout à l'heure, comme voilà celle-ci, sont un peu plus claires, un peu plus jolies maintenant. Donc bon, c'est quand même un peu plus avancé. Donc voilà, en général, Rock Mario Games, c'est quand même des jeux assez intéressants, qui ont toujours plus ou moins une bonne réception, je pense, de la part du public quand ils arrivent au backer. Pour vous citer quelques-uns de leurs jeux, un Set a Watch qui est un jeu très populaire auprès des joueurs solo. Maximum Apocalypse n'est pas encore arrivé en français, mais a déjà des très bons retours également. Lawyer Up, je l'ai, on en a fait 2 parties avec Xavier, puis il est jamais ressorti pour l'instant. En fait, la thématique m'intéresse beaucoup, le gameplay est assez intéressant, mais il faut une dose de roleplay de la part des joueurs pour vraiment s'immerger, sinon c'est un petit peu plat. Mais on s'est dit avec Xavier qu'il faudrait qu'on le ressorte, donc on a quand même envie de le ressortir, mais on a tellement de jeux que généralement il sort quand même pas tellement, parce qu'on a envie de jouer à d'autres jeux d'abord. Mais bon, il faudra qu'on le ressorte quand même, parce que ça reste un bon jeu malgré tout. Quoi qu'il en soit, donc Rock Manor Games avec donc ce nouveau jeu, à savoir Seas of Havoc. Si le thème vous intéresse, ça devrait être assez intéressant pour vous. Je ne sais pas s'il y aura ces petits coffres de trésors, mais bon. À vous de me dire si Seas of Havoc est susceptible de vous intéresser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On termine donc cette série de 40 à 31 sur Seas of Havoc, le nouveau jeu de Rock Manor Games. Comme hier, je vous invite à me laisser des commentaires sur les jeux de cette dizaine qui vous auront le plus intéressé. Et puis, je vous retrouve demain avec la nouvelle série, donc 30 à 21, dans laquelle il y a déjà pas mal de jeux qui m'intéressent beaucoup, ce qui m'effraie un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, généralement, je back pas plus de 10 à 15 jeux par an. Mais là, quand on arrive dans les positions 30 à 21, et il y en a déjà 3 ou 4 où vraiment je suis très très intéressé, ça sent pas très bon pour la suite. Bref, je vous retrouve demain. D'ici là, jouez bien pendant que vous êtes encore un petit peu en vacances, et à demain!